À la une de cette édition, les Tchadiens disent adieu à leur président. À leur côté, une dizaine de chefs d'État, dont le président du Faso arrivé ce matin à N'Djamena. Roch Marc Christian Kaboré qui a eu un tête-à-tête avec le président français sur place. Images et commentaires en début de journal. Dans ce journal, le cri de cœur de certains producteurs de coton de la boucle du Mouhoun, des producteurs qui attendent toujours l'enlèvement de leur production et donc de leur dû. Sur les raisons du retard, nous sommes allés à la rencontre de producteurs et de responsables de la Nationale des fibres et textiles. Vous les entendrez dans quelques instants. Merci de nous recevoir chez vous. Le président du Faso s'est envolé très tôt ce matin pour le Tchad. Roch Marc Christian Kaboré prend part aux obsèques du défunt président Idriss Déby Itno. Comme vous le voyez sur les images, le président du Faso est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président du Conseil militaire de transition. Dès son arrivée, Roch Marc Christian Kaboré a eu un petit déjeuner de travail avec le président français Emmanuel Macron, également présent dans la capitale tchadienne. Au menu des échanges, un tour d'horizon des préoccupations communes, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel. Développement à suivre dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Amandine Lalsaga. Sécurité toujours et nous nous rendons à Pau et sur les pas du ministre de la Défense nationale. Chérif Sy y était hier pour galvaniser les troupes et recueillir leurs préoccupations. Le film avec Adama Guiti et Draman Dadia. Honneur militaire au camp Thomas Sankara. Le ministre de la Défense veut voir les boys du SecForce à l'œuvre, le centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales. Le briefing avant l'action, renseignement, infiltration, franchissement et attaque. La manœuvre du jour consiste à capturer un chef terroriste. Mais il faut d'abord neutraliser sa garde. C'est ce que les stagiaires du SecForce savent faire le mieux. Donc, nous recevons ici un panel de stages qui est assez large, qui va des stages d'initiation et d'aguerrissement commando aux stages de qualification commando, qui vont jusqu'au niveau instructeur. Nous délivrons également des capacités spécifiques, notamment dans les domaines tireurs d'élite et dans les domaines protection de haute personnalité ou tout autre domaine spécifique que le commandement veut bien nous confier. Ce type de formation, nous en avons besoin par rapport à l'adversité à laquelle nous sommes confrontés. En tout cas, je pense que aussi bien moi que tous les officiers qui m'accompagnent, nous avons été véritablement édifiés et nous en tirons une grande satisfaction pour les forces armées nationales d'avoir ces capacités-là autonomes et qui nous permet aujourd'hui de mettre au niveau de nos forces des hommes suffisamment aguerris et qui ont tout l'entraînement nécessaire. L'Académie militaire Georges Namoano, l'école des officiers d'active, est aussi dans l'enceinte du camp Thomas Sankara. Le ministre Chérif Sy prend langue avec les encadreurs et les stagiaires. La 20e promotion compte 14 nationalités. Une nouvelle académie, plus moderne, est en projet. Ici au poste de commandement de Pau, les gendarmes ont aussi des doléances, des préoccupations, qui selon le ministre de la Défense, trouveront satisfaction dans la loi de programmation militaire révisée. Mais la loi de programmation militaire, nous sommes en train de faire son évaluation pour le redimensionner et puis proposer une nouvelle loi. Mais déjà, ça a quand même apporté, parce que beaucoup d'infrastructures que vous voyez aujourd'hui au niveau des forces armées, si vous faites le tour du pays, c'est parce qu'il y a eu cette loi de programmation. Nous aurions pu faire beaucoup de choses, si nous n'étions pas dans ce contexte
d'insécurité qui nous oblige à pousser les moyens plus vers les opérationnels. Il est donc là pour galvaniser ces hommes engagés pour la défense de la patrie et les rassurer de la disponibilité du gouvernement à toujours soutenir les forces armées nationales. Le personnel féminin de la police du Centre-Nord réaffirme son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Les policières se donnent 72 heures pour sensibiliser et communier avec leurs sœurs à travers diverses activités civilo-militaires. De Kaya, le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Un enrôlement massif au profit des femmes déplacées de la commune de Kaya. Cette initiative va permettre à 1500 femmes déplacées d'obtenir facilement leurs pièces d'identité, elles qui ne peuvent pas s'aligner à longueur de la journée pour se faire enrôler. Cet enrôlement entre dans le cadre de 72 heures d'activité de la policière du Centre-Nord. Une manière pour certaines policières de contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Dans nos missions de chaque jour, nous recevons les femmes violentées de différentes sortes. Voilà. Donc nous avons vu que organiser ces 72 heures-là, c'est pour apporter notre pierre. Voilà. Pour contribuer à éradiquer ces phénomènes. Je les invite à continuer. C'est cette lancée, ce qui va permettre un tant soit peu aux femmes, aux personnes déplacées, internes, et plus particulièrement les femmes, de comprendre que derrière ces femmes-là, il y a des policières qui sont là pour leur protection. Pour les parents de cette première édition, cette initiative s'inscrit en droite ligne des objectifs poursuivis par leur structure et association qui est de venir à bout des violences basées sur le genre. C'est des activités que nous menons depuis plus de 10 ans. Et donc si une personne qui s'inscrit dans cette dynamique de la sensibilisation, nous sommes toujours avec cette personne. C'est pour ça que nous avons voulu non seulement accepter de parrainer et aussi accepter d'accompagner l'initiative. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour des 72 heures d'activité de la policière de Kaya. Ce sont entre autres un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit de 300 femmes déplacées, une conférence publique sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, un cross populaire et une séance de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des personnes déplacées internes. Pour l'interdiction des armes nucléaires, voire leur élimination, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté est vent debout. Dans son combat, elle salue l'entrée en vigueur en janvier dernier du traité d'interdiction des armes nucléaires, un traité qui fait l'objet d'un atelier d'information et de sensibilisation à Ouagadougou. Précision avec Rasmane Zoundi et bienvenue Kamsa. Interdire et éliminer les armes nucléaires, un impératif humanitaire, pense la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui garde en mémoire les conséquences désastreuses des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale. D'où la vulgarisation ici à Ouagadougou du tien, le traité d'interdiction des armes nucléaires, entré en vigueur le 22 janvier dernier. Nous cherchons à apporter l'information à la base sur la problématique des armes nucléaires. C'est une problématique dont on ne parle pas souvent. Pourtant, tout le monde est exposé à ce phénomène. Il faut qu'on en parle pour savoir quelles dispositions prendre pour se mettre à l'abri d'une certaine situation. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté espère la ratification et l'adoption des dispositions du tien par les États. C'est l'idée qui est ici partagée avec ces acteurs issus des domaines de contrôle des armes à feu, de la promotion des droits humains, de la paix, de la sécurité, des médias publics et privés et des organisations de la société civile. Le TIAN vraiment comporte des dispositions qui englobent tous les aspects liés non seulement à la possession, au stockage, à l'utilisation des armes nucléaires. Ces armes créent vraiment des dommages néfastes non seulement pour la population, mais aussi autant que pour l'environnement et pour les biens aussi donc de la population. D'où l'idée vraiment de pouvoir vraiment amener tous les États du monde à pouvoir aller vers vraiment la ratification de ce traité. Parmi les nations non détentrices d'armes nucléaires figure le Burkina Faso,
À ce jour, une cinquantaine d'États ont ratifié le traité d'interdiction des armes nucléaires, dont 6 pays africains. Ouvrons une large page consacrée à la santé. Nous commençons par ce geste qui vient renforcer le dispositif sanitaire du Burkina. Il s'agit d'un hôpital ambulant offert par l'ambassade des États-Unis au Burkina. Coût de l'infrastructure de type 1, 700 millions de francs CFA. La remise avec Kwale Nebié et Nyakiteda. Un hôpital mobile qui peut être déplacé et installé partout, en tout temps et en tout lieu. Loin d'une utopie, le Burkina Faso en dispose désormais. C'est un centre de santé avec les mêmes commodités de soins que les autres établissements sanitaires. Des lits d'hospitalisation, des plateaux de soins à la hauteur des attentes, un groupe électrogène pour alimenter en permanence l'hôpital en énergie, de l'eau potable. Bref, c'est un hôpital pour répondre aux crises sanitaires, sécuritaires et humanitaires. Lorsque nous sommes devant une urgence sanitaire telle que Covid ou Ebola, il est possible de créer un environnement très conditionné qui permette de ne pas propager la maladie et de contenir la maladie à l'intérieur. Donc c'est un hôpital qui vient renforcer les capacités de Burkina devant toutes les situations de catastrophes humanitaires ou sanitaires. D'un coût d'environ 700 millions de francs CFA, l'hôpital mobile est un don des États-Unis pour soutenir le gouvernement du Burkina Faso dans sa quête de renforcement du système sanitaire pour répondre aux besoins des soins des populations. Et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le don d'un hôpital mobile au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Cet hôpital va aider le gouvernement de répondre aux urgences, aux épidémies, aux catastrophes. Et c'est un exemple de partenariat entre les États-Unis et le Burkina Faso. De 2015 à 2020, 109 centres de santé sont fermés. 140 autres connaissent une dégradation et offrent des soins et des services réduits du fait de l'insécurité. Ce don arrive à point nommé selon le ministre de la Sécurité à cette cérémonie de remise. Ouseni Compaoré qui insiste d'ailleurs sur son bon usage. Les ministères de la Santé, de la Défense et de l'administration du territoire en assurent la gestion. L'ambassadeur des États-Unis, Sandra Clark, qui était ce matin dans les locaux de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. La diplomate américaine est allée constater de visu le processus de conditionnement des intrants et s'enquérir de l'usage du soutien fait par son pays à l'établissement de gestion des médicaments au Burkina. Une visite guidée est suivie pour nous par Urbain Benito Somé et Nyakiteda. La visite à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est une occasion pour les responsables de l'établissement de faire l'état des lieux à un partenaire qui constitue un appui essentiel pour la CAMEG. Les États-Unis ont renforcé en médicaments et appuyé techniquement la centrale pour assurer la chaîne d'approvisionnement. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'appui du USAID du gouvernement américain, nous avons pu mettre en place des capteurs de température qui nous permettent de monitorer les variations d'humidité et de température sur toute la chaîne d'approvisionnement, des entrepôts centraux ici, jusque dans les régions. Dans nos camions, dans nos chambres froides, dans nos chambres à température ambiante, nous savons à tout moment quelle est la température et nous pouvons prendre en cas de hausse de température. On a des alertes qui arrivent directement sur un système et les responsables de la qualité peuvent tout de suite mettre en place un plan d'action pour pouvoir avoir une température idoine. À partir de ces postes, par exemple, l'équipe de qualité a la température de toute la chaîne de distribution du réseau CAMEG. Outre le poste, la diplomate américaine visite les unités de gestion des intrants, compartiment après compartiment, et elle ressort satisfaite. Le gouvernement américain donne un soutien important au secteur de santé et nous avons coopéré avec la CAMEG et donc c'était pour moi un grand plaisir de voir le travail que nous faisons ensemble. La CAMEG joue un rôle central dans le système de santé et de l'offre de soins. La directrice générale dit être consciente de cela, c'est pourquoi avec son équipe, elle travaille à rendre accessibles les produits en tout temps sur toute l'étendue du territoire national.
La lutte contre le paludisme devrait gagner en intensité dans les mois à venir avec le secteur privé qui s'engage aux côtés de l'État dans le combat. Sa contribution à l'effort de guerre se fera à travers la campagne Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Une campagne portée par le groupe bancaire Ecobank et Speak Africa. Le lancement de la campagne a eu lieu hier et l'instant est immortalisé par Issa Kafando et Issa Kanana. En initiant cette campagne Zéro Palu, les entreprises s'engagent, le groupe Ecobank et l'ensemble de ses partenaires entendent stimuler l'engagement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. C'est une campagne pour ainsi favoriser la mobilisation des ressources nationales pour un financement durable de la lutte et de l'élimination de la maladie. Ecobank que je représente a une responsabilité sociale qui nous oblige, partout où nous opérons, à nous intéresser et à nous investir, tant financièrement que physiquement, à lutter contre tout ce qui pourrait affecter la population. Et c'est dans ce cadre qu'en partenariat avec Speak Africa, nous avons donc décidé non seulement de contribuer, d'apporter notre contribution financière, comme j'ai annoncé tout à l'heure, 60 millions, mais également de faire un appel pour mobiliser l'ensemble du secteur privé à apporter leur contribution pour pouvoir aider le gouvernement. Avec plus de 11 millions de cas et près de 4000 décès enregistrés en 2020 au Burkina Faso, le paludisme reste l'un des principaux motifs de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires selon le département de la santé. Et cet engagement du secteur privé dans la lutte est fortement salué. Vous savez très bien que tout travailleur dont l'enfant est affecté par le paludisme est obligé d'abandonner son travail pour s'en occuper. Et cela va donc se répercuter sur le rendement de l'entreprise. C'est pour cela que l'initiative engagée donc par l'ensemble des partenaires pour booster le paludisme hors du Burkina est la bienvenue et nous saluons ça à sa juste valeur. Après le Bénin et le Sénégal, le Burkina Faso est le troisième pays à lancer cette initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Une initiative à travers laquelle le gouvernement et ses partenaires entendent mutualiser leurs efforts pour l'élimination du paludisme d'ici à l'horizon 2030. Cap sur la boucle du Mouhoun à la rencontre de certains producteurs de coton, des producteurs qui attendent toujours l'enlèvement de la production de la campagne dernière au moment où ils s'apprêtent à entamer une autre campagne. Pour comprendre la situation, Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Draman So sont allés à la rencontre des producteurs et des responsables régionaux de la Nationale des fibres et textiles. Leur reportage. Des stocks de coton non encore enlevés par la Sofitex dans les communes de Sibi et de Safané lors de notre passage en début avril. Même scène dans certaines localités de la zone de production cotonnière de Dédougou, plus précisément dans la commune de Tchériba. Ici comme ailleurs, des producteurs de coton croisent les doigts après leur dur labeur. Une situation que Siaka Tendé a du mal à comprendre. Aller là, bon, là où nous sommes en avril, il y a du coton toujours dans la maison. Ah, tu vois, c'est difficile, hein. Les producteurs n'ont rien gagné jusqu'à aller là, c'est difficile. Pourtant, on a commencé même à enlever les tuyaux de coton dans le coton. On est prêt même pour la campagne à venir. Mais jusqu'à présent, il y a les cotons dedans. Et puis, on n'a pas de l'argent. Il y a des gens qui ont besoin des billes de trait. Il y a des gens qui ont perdu des billes de trait. Ils veulent remplacer, mais il n'y a pas l'argent pour les remplacer. Bon, c'est très très dur. À la direction de la zone de production cotonnière de Dédougou, le premier responsable tente d'apporter des explications. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le mois de novembre, qui est un mois capital pour en tout cas la campagne de commercialisation du coton, n'a pas été beaucoup exploité. Parce qu'on n'a pas beaucoup égrené au cours de ce mois-là. De ce fait, la fin de la campagne prévue pour fin mars, il y a un décalage. C'est ce décalage-là qu'on constate. Sinon, quand on regarde les entrées là, par rapport aux prévisions, mais la quantité est énorme. Le chef de la zone de production cotonnière de Dédougou rassure les cotonculteurs. Le reste des stocks va entrer en usine avant le démarrage de la prochaine campagne cotonnière. Quand on dit achat, ce sont les pesées qui continuent. Également la confirmation des chargements directs. Alors qu'actuellement, il n'y a plus de pesées, il n'y a plus de confirmation. C'est uniquement, en tout cas, l'étape de l'évacuation du reste du coton. Le tonnage qui reste sur le terrain, vraiment, ce sont des balayages qui restent.
Dans l'ensemble, il reste environ 500 tonnes à faire rentrer. Voilà. Donc, dans le département de Kireba, il doit rester autour de 300. L'appel que moi j'ai lancé à l'autorité en tout cas, c'est ils n'ont qu'à gourer pour que les cotonculteurs, tous les argent à tout. Sinon, ça, là, ça décourage. Si à l'air là, il y a du coton dedans, c'est pas ramassé. Est-ce que tu vas avoir le courage pour aller produire encore? C'est difficile. Toi, nous, en tout cas, nous on comprend, mais les jeunes là, ils ne peuvent pas comprendre. 61 174 tonnes de coton sont attendues dans la zone de production cotonnière de Dédougou qui comprend la province du Moun et le département de Bala. 70 326 tonnes de stock sont déjà entrées en usine pour égrenage. Des performances jugées excédentaires selon le chef de la zone de production cotonnière de Dédougou. À présent, la version de l'actualité de nos confrères de la presse écrite. Dans leur dernière parution de la semaine, les quotidiens se sont intéressés à la lutte contre la fraude. Il est également question de marche à Fada et dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, entre autres. La lecture croisée de Boukari Ouedraogo. Soutien des femmes de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso qui ont battu le pavé pour exiger la libération du maire Herman Sirima, nous dit le journal Le Pays. Nous voulons exprimer notre désarroi et notre tristesse. Nous voulons juste demander pardon pour qu'on libère notre fils, notre mère, notre conseiller, martèlent les femmes dans le journal Le Pays. Pendant que Bobo Marche Fada également se prépare à marcher, nous signale l'Express du Faso. Les raisons évoquées par le journal sont entre autres la restauration du tronçon routier Gunguin-Fada et la réalisation d'infrastructures sociales au bénéfice des populations de la localité. Situation préoccupante qui a poussé le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à recevoir le collectif organisateur de cette marche, nous apprend le quotidien. Une rencontre à huis clos où les doléances ont trouvé un écho favorable avec des engagements pris par le président du Faso. Dans les régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun, les choses bougent quant à l'accès à l'eau potable, affirme le journal Aujourd'hui au Faso. 27 adductions d'eau potable sont en cours de réalisation, le coût estimé à plus de 5 milliards de francs CFA, financé à plus de 90% par la BIDC et à 6% par l'État burkinabé. Le journal Le Quotidien, quant à lui, a braqué ses projecteurs sur la lutte contre la fraude à Ouagadougou et il ressort que 56 millions de francs CFA de médicaments et de cigarettes contrefaits ont été saisis. Du côté du ministère de la Communication, les lignes bougent quant à la 24e édition des prix Galian et déjà, le comité d'organisation est installé, souligne le quotidien de Tassidoya. L'observateur Palga, quant à lui, s'est félicité de la remise des derniers secrets qui vont aider à élucider l'affaire Thomas Sankara. Le journal va plus loin en mentionnant qu'il y a bien d'autres crimes que nos régimes d'exception ont commis et que les archives françaises pourraient contribuer à éclairer. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme.